Damon Price avait 42 ans et jusqu'à ce jeudi après-midi à Atlanta, il croyait que sa femme depuis 11 ans rendait visite à sa mère à Savannah. Il était ingénieur en structure, un homme qui construisait des choses conçues pour durer, qui faisait confiance à ce que lui disaient les plans. Il n'avait jamais, pas une seule fois, remis en question le voyage annuel de Lydia en août. Pas une seule fois en 11 ans. Mais quelque chose avait changé lorsqu'elle était rentrée cet été-là. De petites choses, des choses qui clochaient, le genre de fissure à peine visible que seul un ingénieur remarque. Alors Damon a réservé un vol. Il s'est garé en face d'un restaurant de Buckhead et il a attendu. Et puis il a regardé sa femme franchir cette porte dans une robe qu'il n'avait jamais vue. Riant avant même d'atteindre l'entrée et saluant un autre homme de la manière dont on salue quelqu'un qui connaît chaque parcelle de vous. Il est resté assis dans cette voiture avec son appareil photo et son silence, et 4 mois de soupçons discrets qui venaient de se transformer en toute autre chose. Ce que Lydia ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu imaginer, c'est que l'homme qu'elle avait sous-estimé pendant 11 ans venait de commencer à prendre des notes. Et ce qu'il était sur le point de découvrir allait bien au-delà d'un seul homme dans un seul restaurant. Ce que Damon fit ensuite allait lui coûter tout ce qu'elle pensait avoir déjà acquis. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous nous regardez et abonnez-vous, car l'histoire de demain est une histoire que vous ne devez pas manquer. Les chiffres sur la page se brouillaient tandis que Damon Price plissait les yeux sur ses calculs dans l'obscurité d'avant l'aube. La lumière du plafonnier de la cuisine projetait une lueur chaude sur ses documents de travail, des plans, des spécifications techniques, et une tasse de café à moitié vide qui avait refroidi depuis des heures. Il était 5h47, et comme chaque matin, il était le premier levé. Il ajusta ses lunettes de lecture et vérifia une seconde fois les calculs de charge pour le nouveau complexe de bureaux que son cabinet concevait. Les chiffres avaient toujours eu un sens pour lui. Ils étaient fiables, cohérents. Si les calculs étaient solides, la structure tiendrait. C'était aussi simple que cela. La maison autour de lui était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur. C'était son moment préféré de la journée, avant que le monde ne se réveille complètement. La lumière du matin commençait à peine à se glisser à travers les fenêtres de la cuisine, des fenêtres qu'il avait spécifiquement positionnées pour capter le lever du soleil lorsqu'il avait conçu cette maison 11 ans plus tôt. Chaque détail avait été soigneusement étudié, des poutres en bois apparentes au plan d'étage ouvert qui rendaient les dîners de Lydia si fluides. Des bruits de pas feutrés se firent entendre dans le couloir, et Lydia apparut dans son peignoir de soie, parfaitement apprêtée, même à cette heure matinale. Ses cheveux sombres étaient déjà coiffés, son maquillage impeccable. Elle avait toujours été comme ça, soignée, préparée, prête à commander n'importe quelle pièce où elle entrait. « Tu es levé tôt », dit-elle en déposant un baiser sur sa tempe en passant. Encore en train de réviser les calculs de Madison Street. Il la regarda se déplacer efficacement dans leur cuisine, préparant son thé du matin avec une grâce exercée. « Tu vérifies toujours tout 2 fois, dit-elle, mais son ton était affectueux. C'était leur routine. Lui avec ses chiffres, elle avec son calendrier social et son entreprise d'organisation d'événements. Ils avaient construit une belle vie ensemble, même si ce n'était pas exactement celle qu'ils avaient imaginée. La chambre d'enfant à l'étage était toujours vide, convertie en bureau il y a 3 ans lorsqu'ils avaient cessé d'essayer. Ils n'en parlaient plus. Certaines peines étaient mieux laissées dans un silence confortable. Le voyage d'où est la semaine prochaine, mentionna Lydia en s'asseyant en face de lui avec son thé. Je devrais bientôt commencer à faire mes valises. Damon hocha la tête. Le pèlerinage annuel à Savannah. 12 jours chaque mois d'où Lydia prenait l'avion pour rendre visite à sa mère et ses sœurs. Elle le faisait depuis leur 2e année de mariage. Cela ne l'avait jamais dérangé. Il profitait de ce temps pour rendre visite à son père à Greensboro, rattraper son retard sur des projets. Respirez un peu. Dis bonjour à ta mère de ma part, dit-il comme il le faisait toujours. Bien sûr, sourit-elle, mais quelque chose vacilla dans son expression. Si bref qu'il faillit le manquer. Le voyage lui-même se déroula comme prévu. Le changement survint après son retour. De petites choses, à peine perceptibles si l'on n'y prêtait pas attention. Mais Damon avait passé sa carrière à remarquer les petites choses, les fissures fines qui pouvaient compromettre des structures entières. Il remarqua comment elle inclinait son téléphone loin de lui lorsqu'elle envoyait des SMS, riant à des messages qu'elle ne partageait pas, comment elle dormait face au mur 3 nuits de suite, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Mais ce fut la conversation sur la rénovation de la cuisine de Brenda qui attira vraiment son attention. Les comptoirs en marbre ouvrent vraiment l'espace,
avait dit Lydia lors d'un dîner un soir, décrivant en détail la nouvelle cuisine de sa sœur. Une semaine plus tard, lorsque Damon mentionna nonchalamment le marbre pour faire la conversation, Lydia cligna des yeux. Oh non, Brenda a choisi du granit. Bien plus pratique avec les enfants. Il la regarda se reprendre en douceur, se lançant dans une autre histoire sur la famille de sa sœur. Mais l'incohérence se logea dans son esprit comme une erreur de calcul qui ne s'équilibrait pas. Cette nuit-là, Damon était assis à son bureau dans le bureau à domicile, l'écran de l'ordinateur sombre devant lui. Il ne travaillait pas. Il pensait aux murs porteurs et à l'intégrité structurelle. À la façon dont les bâtiments ne s'effondraient pas simplement, mais montraient d'abord des signes avant-coureurs si l'on savait où regarder. Ses mains étaient stables lorsqu'il ouvrit son ordinateur portable. La douce lumière bleue illumina son visage alors qu'il fixait l'écran, son esprit cartographiant déjà les étapes à venir. Il était un ingénieur. Il ne travaillait pas à l'instinct ou à l'émotion. Il travaillait sur la base de données vérifiées et de faits confirmés. Le curseur clignotait, attendant son prochain mouvement. Au bout du couloir, il pouvait entendre Lydia au téléphone, son rire traversant les murs de leur maison soigneusement conçue. Il commença à taper. 3 semaines après le retour de Lydia, Damon était assis dans son bureau tard un soir, fixant l'écran de connexion de leur compte email familial partagé. Il l'avait créé des années auparavant pour les affaires domestiques, les factures de services publics, les documents fiscaux, les abonnements. Son curseur plana sur le champ du mot de passe. En 11 ans de mariage, il n'avait jamais ressenti le besoin de vérifier quoi que ce soit. La confiance n'était pas seulement un choix pour lui. C'était son réglage par défaut, aussi naturel que de respirer. Mais maintenant, son esprit d'ingénieur ne pouvait ignorer les incohérences, les petites fissures dans leur fondation qui exigeaient une enquête. Il tapa le mot de passe, la boîte de réception se chargea, remplie de la banale paperasse numérique de leur vie commune. Il cliqua sur la barre de recherche et tapa « Lydia Price ». Ses doigts bougeaient avec la même précision qu'il utilisait pour examiner les calculs de structure, méthodiques et exacts. Les résultats peuplèrent son écran. Parmi les confirmations attendues d'achat en ligne et les newsletters, un email se démarqua. Une confirmation de réservation d'hôtel datant de 3 semaines. Il l'ouvrit. L'hôtel Hughes, Atlanta. Cliente, Lydia Price. Durée, 5 nuits. Date correspondant à son supposé voyage à Savannah. Damon se pencha en arrière dans sa chaise, laissant l'information s'installer. Pas Savannah, Atlanta. La distance entre la vérité et l'histoire s'étendait comme une ligne de faille. Il attrapa son téléphone, parcourant ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le numéro de Madame Hargrove. L'horloge de la cuisine indiquait 20h17. Pas trop tard pour un appel à sa belle-mère. Il avait toujours apprécié la mère de Lydia, sa nature chaleureuse et directe. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'elle ne réponde. « Bonsoir, Madame Hargrove. » « C'est Damon, dit-il, gardant sa voix décontractée, amicale. « Désolé d'appeler si tard. »« Jamais trop tard pour avoir des nouvelles de mon gendre préféré, » répondit-elle avec l'affection facile à laquelle il s'était habitué. « Je voulais vous envoyer une carte d'anniversaire, » dit-il, le prétexte lui pesant sur la langue. « Je voulais juste confirmer votre adresse. Vous êtes toujours sur Magnolia Drive, n'est-ce pas ?» Ils discutèrent de son adresse, du temps, de son jardin. Puis Damon orienta soigneusement la conversation là où il en avait besoin. « Vous savez, je pensais justement aux visites de Lydia. Je sais à quel point elle compte pour vous. » Oh. La voix de Madame Hargrove s'anima d'intérêt. Combien de temps reste-t-elle habituellement quand elle est là? La question lui sembla comme poser un niveau contre un mur, pour vérifier l'aplomb. Il y eut une pause au bout du fil. « Chérie, Lydia n'est pas venue ici depuis près de 2 ans. On essaie de la faire venir, mais tu sais comme elle est occupée avec son entreprise d'organisation d'événements. » 2 ans. Les mots le frappèrent comme une erreur de calcul qui changeait tout dans l'équation. 2 ans d'histoire. 2 ans de détails fabriqués sur des dîners de famille qui n'avaient jamais eu lieu, des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. « C'est vrai, bien sûr, » dit-il, sa voix maintenant son rythme régulier. « Eh bien, je vais vous laisser. Merci d'avoir confirmé l'adresse. Quand tu veux, mon grand. Dis à ma fille d'appeler sa maman. » Il mit fin à l'appel et resta assis dans le calme de son bureau, regardant la confirmation d'hôtel toujours ouverte sur son écran. La vérité avait un poids,
pesant sur sa poitrine. 20 minutes plus tard, il était assis dans sa voiture dans le parking du bureau. Il y était allé sans réfléchir, ayant besoin d'un terrain neutre pour digérer ce qu'il avait appris. Les murs en béton autour de lui semblaient solides, fiables. Il vérifia sa montre. 22 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il s'était garé. Il n'avait pas bougé une seule fois. Son téléphone affichait un SMS de Lydia, « Je travaille tard ». En voyant son nom sur l'écran, Damon prit sa décision. Il ne la confronterait pas avec un reçu d'hôtel pour la regarder construire des explications qu'il ne pourrait pas réfuter. Il ne lui donnerait pas la chance de colmater ses fissures avec d'autres histoires. En août prochain, il irait lui-même à Atlanta. Il verrait de ses propres yeux ce qu'elle y avait construit. Quand il rentra à la maison, il se déplaça dans leur cuisine avec un calme délibéré, commençant à préparer le dîner. Lydia était à son ordinateur portable dans la salle à manger, entourée de documents d'organisation d'événements. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, sa voix portant la même chaleur que d'habitude. « Chargée » dit-elle en levant les yeux avec un sourire. Le mariage Henderson se transforme en cirque. La mère de la mariée veut changer toute la palette de couleurs 6 semaines avant la cérémonie. Il l'écouta parler de sa journée, des clients et des complications, de tous les petits détails qui composaient sa version de leur vie. Chaque mot s'installait dans l'espace entre eux comme une autre pièce à conviction. Dans son esprit, il se fit une promesse. Elle devrait dire la vérité elle-même, ou il irait la chercher. Août arriva avec la chaleur lourde qui marquait les étés de Caroline. Le mardi matin se leva clair et lumineux alors que Damon regardait Lydia faire sa valise à roulettes avec une efficacité exercée. Elle se déplaçait dans leur chambre avec la familiarité confortable de quelqu'un qui avait accompli ce rituel de nombreuses fois. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te conduise à l'aéroport ?» demanda Damon, appuyé contre le cadre de la porte. « Pas la peine » dit Lydia en fermant sa valise. « J'ai ma place réservée dans le parking longue durée. Tu sais comme j'aime ma routine. » Elle traversa la pièce et déposa un baiser sur sa joue, son parfum s'attardant dans l'air entre eux. « Je t'enverrai un texto quand j'atterrirai à Savannah. » Il hocha la tête, la regardant descendre le chemin de leur entrée vers sa voiture. Elle fit un signe de la main avant de s'éloigner, et il leva la sienne en réponse. Dès que sa voiture disparut au coin de la rue, il se rendit dans son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Mercredi matin, Damon prit une journée de congé personnel au travail, sa première en plus de 8 mois. Il avait déjà réservé son vol pour Atlanta sous son propre nom, choisi un hôtel différent du sien, tout organisé avec la même attention aux détails qu'il apportait à ses projets d'ingénierie. La note d'itinéraire qu'il avait trouvée dans les brouillons de mai de Lydia listait plusieurs lieux et heures, y compris un déjeuner dans un restaurant chic de Buckhead prévu pour le jeudi après-midi. Il mémorisa l'adresse, bien qu'il ait déjà consulté l'emplacement plusieurs fois, étudiant la vue de la rue, identifiant les points d'observation optimaux. Le jeudi après-midi le trouva garé dans une voiture de location en face du restaurant, positionnée de manière à pouvoir voir à la fois l'entrée et les tables en terrasse à travers les grandes fenêtres. La climatisation bourdonnait doucement alors qu'il attendait, ses mains stables sur le volant. À 12h47, Lydia apparut, marchant sur le trottoir avec la démarche assurée qu'il connaissait si bien. Elle portait une robe bleu marine qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ajustée, professionnelle, clairement choisie avec soin. Son rire traversa la rue alors qu'elle approchait de l'entrée du restaurant, bien qu'il ne puisse pas voir qui avait envoyé le message qui la faisait d'ainsi sourire à son téléphone. Puis Warren Cole sortit du restaurant pour la rejoindre. Damon le reconnut grâce à la photo d'entreprise qu'il avait trouvée en ligne. Grand, bien habillé dans un costume gris clair qui témoignait d'une coupe soignée, Cole se déplaçait avec l'assurance facile d'un homme habitué à commander des salles et à conclure des affaires. Ce qui se passa ensuite ne fut ni rapide ni ambigu. La main de Cole trouva le creux des reins de Lydia avec une familiarité exercée, s'y installant comme si elle y avait sa place. Quand il se pencha pour l'embrasser, ce n'était pas un salut entre amis ou même un geste hésitant. C'était le baiser d'un homme qui avait fait cela d'innombrables fois, qui savait exactement comment elle réagirait. Damon leva son téléphone et commença à prendre des photos, non pas avec colère, bien que l'émotion soit là, enfouie profondément sous des couches d'observation concentrées, mais avec la même précision méthodique qu'il apportait à la documentation des défauts structurels. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de confirmation. 4 minutes de documentation lui donnèrent les deux. Le trajet de retour à son hôtel passa dans un flou de circulation d'Atlanta et de soleil de l'après-midi. Il commanda le service en chambre,
un club sandwich et des frites qui restèrent intactes sur le bureau tandis que l'obscurité s'insinuait dans la pièce. Il n'alluma pas les lumières. Au lieu de cela, il s'assit sur le bord du lit et s'autorisa enfin à ressentir tout le poids de ce dont il avait été témoin. 11 ans. D'innombrables moments de vie partagés. Café du matin, promenade du soir, célébration de vacances, dimanche tranquille, tout cela maintenant recouvert par la connaissance qu'elle avait construit une existence parallèle. Chaque voyage d'affaires, chaque week-end entre filles, chaque visite familiale nécessitait soudain un réexamen. Combien d'entre eux avaient été réels? Il s'accorda exactement une nuit pour digérer la colère, la blessure, l'humiliation. Une nuit pour laisser les émotions le traverser sans résistance, car demain exigeait une stratégie, et la stratégie exigeait de la clarté. Le vendredi matin, avant son vol de retour, il consulta les registres de propriété sur son téléphone alors qu'il était assis dans la voiture de location. Le nom de la SARL qu'il avait trouvé lié à Warren Cole le mena à une adresse à Midtown, Atlanta. Le gratte-ciel moderne se dressait, scintillant sous le soleil du matin alors qu'il passait devant, sa façade de verre et d'acier reflétant le ciel. Les registres du comté racontèrent le reste de l'histoire. L'appartement était détenu conjointement par la SARL, et la SARL avait 2 membres dirigeants, Warren Cole et Lydia Price. Sa femme possédait un bien immobilier avec un autre homme. Elle n'avait pas seulement trouvé de la compagnie à Atlanta. Elle avait investi dans une vie là-bas, construit des fondations séparées de tout ce qu'ils partageaient. 4 jours plus tard, Damon se tenait dans la zone des arrivées de l'aéroport, regardant Lydia marcher vers lui avec sa valise à roulettes. Elle sourit en le voyant, accélérant le pas pour le rejoindre avec une étreinte. Son parfum était le même que celui qu'elle portait à son départ, mais maintenant il se demandait si elle portait des parfums différents à Atlanta. « Bienvenue à la maison », dit-il en prenant son sac et en le plaçant dans le coffre de leur voiture. Elle bavarda sur sa supposée visite à Savannah alors qu'il quittait l'aéroport, et il répondit aux bons endroits avec les bons mots. Elle croyait rentrer chez l'homme qu'elle avait quitté, le mari patient et confiant qui réparait les choses et posait peu de questions. Elle avait tort. Le lendemain matin, Damon se réveilla à 5h45, comme il le faisait toujours. La lumière du soleil n'avait pas encore atteint les fenêtres de leur chambre alors qu'il se glissait silencieusement hors du lit, faisant attention à ne pas réveiller Lydia. Dans la cuisine, il suivit sa routine familière, moulant les grains de café, mesurant la mouture, remplissant le réservoir d'eau. Le doux gargouillement de la cafetière fournissait un bruit de fond alors qu'il s'appuyait contre le comptoir, fixant le vide. Quand Lydia descendit à 7h15, son café l'attendait dans sa tasse couleur crème préférée, préparée exactement comme elle l'aimait. Une goutte de lait d'amande, pas de sucre. Elle lui sourit par-dessus le bord de la tasse en prenant sa première gorgée. « Tu es le meilleur », dit-elle, et il se demanda si elle disait des choses similaires à Warren Cole autour d'un café matinal à Atlanta. « Je suis juste la routine », répondit-il, sa voix stable et chaleureuse. La semaine suivante se déroula comme n'importe quelle autre. Damon assista à ces réunions, examina des plans de structure, répondit à des emails et maintint chaque schéma de leur vie partagée avec une précision mécanique. Chaque moment normal calculé était une pièce d'échafaudage soutenant la structure qu'il devait construire avant de faire son premier vrai mouvement. Le jeudi, il ferma la porte de son bureau à 15h45 et appela Audra Banks. Ils travaillaient ensemble depuis 6 ans, et elle était la personne la plus discrète qu'ils connaissent. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Peux-tu me rejoindre chez Carson S après le travail ?» demanda-t-il. « J'ai besoin de parler de quelque chose d'important. »« Bien sûr, » dit-elle. Sans poser de questions. C'était Audra. Direct, efficace, fiable. Carson S était un bar tranquille à 3 pâtés de maison de leur bureau. Le genre d'endroit où l'happy hour signifiait pouvoir réellement entendre la personne en face de vous. Damon attendit à une table d'angle, regardant Audra naviguer à travers la foule de l'après-travail avec sa démarche déterminée caractéristique. Elle s'assit, commanda un club soda, et le regarda avec attente. « Qu'est-ce qui se passe ?» Damon lui raconta tout. Le voyage à Atlanta, Warren Cole, l'appartement, tout. Audra écouta sans interruption, son expression ne changeant que légèrement au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment, puis dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. « De quoi as-tu besoin ? » « J'ai besoin d'un expert comptable judiciaire, » dit-il. « Quelqu'un qui peut examiner nos finances sans éveiller les soupçons. Quelqu'un de minutieux et de discret. » Audra hocha la tête une fois. «
Patricia Audet. Elle a traité des cas pour certains de nos clients entreprises. Je t'enverrai ses coordonnées ce soir. Le lendemain matin, Damon avait rendez-vous avec Patricia Audet, dont le bureau se révéla aussi précis et organisé qu'elle. Elle posa des questions claires, prit des notes détaillées et expliqua exactement ce dont elle aurait besoin de sa part pour mener un examen complet. J'aurai besoin d'un accès à tous les comptes joints, aux déclarations de revenus des 5 dernières années, au registre de propriété, au relevé d'investissement, dit Patricia, ses doigts se déplaçant efficacement sur son clavier. Plus le tableau est complet, plus nous sommes susceptibles d'identifier des schémas préoccupants. Damon fournit tout ce qu'elle demanda. Pendant 2 semaines, il continua sa routine normale pendant que Patricia travaillait sur des années de dossiers financiers. Il prépara le dîner, assista à un barbecue de quartier avec Lydia, et examina les plans d'un nouveau complexe de bureaux en centre-ville. Si Lydia remarqua quelque chose de différent chez lui, elle n'en donna aucun signe. Lorsque Patricia le rappela à son bureau, elle avait préparé un rapport détaillé. Elle étala des feuilles de calcul et des relevés bancaires sur son bureau avec une précision méthodique. Au cours des 4 dernières années, expliqua-t-elle, il y a eu un schéma de virement de votre compte d'épargne joint vers un compte séparé à la First Regional Bank. Elle montra des transactions surlignées. Les montants varient. $267 ici, $543 là, $891 une autre fois. Jamais le même montant 2 fois. Jamais assez important pour attirer l'attention au cours d'un mois donné. Damon se pencha en avant, étudiant les chiffres. Montant total, $74 000, dit Patricia doucement. Le compte est au seul nom de Lydia. Le schéma suggère une accumulation délibérée, une stratégie de sortie. Damon resta parfaitement immobile, absorbant cette nouvelle réalité. Sa femme n'avait pas seulement été infidèle. Elle s'était méthodiquement préparée à le quitter, constituant son fonds d'évasion un virement prudent à la fois. La précision de l'opération était presque admirable, d'une manière horrible. Documentez tout, dit-il finalement, sa voix égale. J'ai besoin de copies de toutes les transactions, des détails du compte, du schéma complet. Patricia hocha la tête. J'aurai le rapport complet prêt pour demain après-midi. Ce soir-là, Damon se tenait dans leur cuisine, enrobant soigneusement des morceaux de poulet dans de la farine assaisonnée, tandis que le riz mijotait sur le feu arrière. Les gestes familiers de la cuisine aidaient à stabiliser ses mains, mesurant les épices, superposant les saveurs, préparant le plat préféré de Lydia, étape par étape. Quand elle rentra à la maison sentait le poulet à l'étouffer et les souvenirs d'innombrables autres dîners exactement comme celui-ci. Elle vint derrière lui alors qu'il remuait la sauce, enroulant ses bras autour de sa taille. « Ça sent incroyablement bon, dit-elle. Ils mangèrent à leur table de cuisine, comme ils le faisaient toujours. Lydia prit sa première bouchée et sourit largement. « Parfait, dit-elle. Tu le fais toujours parfaitement. »« Je suis content, » répondit Damon en prenant une autre bouchée de son dîner. La route familière à 2 voies vers Greensboro s'étendait devant Damon comme une méditation. Les champs et les terres agricoles défilaient par sa fenêtre. Le soleil de fin de matinée projetait de longues ombres sur les champs de maïs fraîchement récoltés. Il avait emprunté cette route vers la maison de son père des centaines de fois au fil des ans, généralement avec Lydia à ses côtés. Aujourd'hui, il conduisait seul. La maison de Jérôme Price était en retrait de la route, une maison de plain-pied bien entretenue avec des parterres de fleurs soignées et un porche couvert où le facteur avait livré le courrier pendant 3 décennies avant de devenir le propriétaire. Alors que Damon s'engageait dans l'allée de gravier, il vit son père déjà sur ce porche, assis dans son habituel fauteuil à bascule en bois, comme s'il l'avait attendu. « Tu es en avance », dit Jérôme alors que Damon montait les marches du porche. Ce n'était pas une critique, juste une observation d'un homme qui avait passé 30 ans à mémoriser le timing précis de tout. La circulation était fluide, répondit Damon en s'installant dans le second fauteuil à bascule. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, observant un cardinal voltiger entre les mangeoires à oiseaux que Jérôme entretenait avec la même attention aux détails qu'il avait autrefois accordé à sa tournée postale. « Tu n'as pas amené Lydia », dit finalement Jérôme. Encore une fois, ce n'était pas une question, juste la constatation d'une déviation par rapport au schéma habituel. Non. Damon se tourna pour faire face à son père directement. « J'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes d'abord. » Jérôme hocha la tête une fois, croisant ses mains usées sur ses genoux. Il avait l'immobilité patiente d'un homme qui avait marché des kilomètres sous la pluie et la chaleur,
apprenant à lire les rues, les maisons et les gens qui y vivaient. Rien ne pressait Jérôme Price. Damon commença par Atlanta, la confirmation d'hôtel, le restaurant, Warren Cole. Il décrivit les registres de propriété de l'appartement, puis passa aux découvertes de Patricia sur les 74 000 $ de fonds détournés. Pendant tout ce temps, Jérôme resta immobile, son expression inchangée, à l'exception d'un léger resserrement autour de ses yeux. Quand Damon eut fini, Jérôme resta silencieux un long moment. Puis il demanda simplement, « Quel est ton plan ?» Damon le décrivit, la préparation légale, la documentation, le timing. Jérôme écouta avec la même attention prudente qu'il avait accordée à la première partie de l'histoire. Quand Damon eut fini, le visage de son père avait pris un autre genre de poids. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit Jérôme lentement. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 11 ans. » Il bougea dans son fauteuil, le bois craquant doucement sous lui. « Environ 2 ans avant que toi et Lydia ne vous mariiez, elle est venue me voir ici, sur ce porche. Tu étais au travail. » Damon sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Que voulait-elle? Des informations. La voix de Jérôme était soigneusement neutre. Elle a dit qu'elle t'aimait, mais qu'elle avait besoin de savoir pour l'argent. Pas ton salaire. Elle le connaissait. Elle voulait savoir pour l'héritage, plus précisément cette terre, la terre familiale. 31 acres du comté de Guilford qui appartenait à la famille Price depuis que le père de Jérôme l'avait achetée en 1962. Une terre qui avait résisté aux hauts et bas économiques, aux pressions du développement et à de multiples offres de vente. Elle a demandé si tu en hériterais, la voix de Damon était très basse. Jérôme hocha la tête. Elle voulait connaître sa valeur, son statut, si elle te reviendrait directement ou par un autre arrangement. Il fit une pause. Je lui ai dit que c'était une propriété familiale compliquée, et j'en suis resté là. Je ne lui ai pas donné de détails, mais je ne t'ai pas parlé de la conversation non plus. Pourquoi pas, demanda Damon, bien qu'il pensait savoir. Parce que tu étais heureux, dit simplement Jérôme. Parce que je me suis dit que j'interprétais peut-être trop. Peut-être que c'était juste une jeune femme pragmatique à propos de son avenir. Il secoua lentement la tête. J'ai porté cette décision pendant 11 ans. Ils restèrent assis avec cela pendant un moment, regardant le cardinal retourner à la mangeoire. La terre en question s'étendait derrière la maison, non visible du porche, mais présente dans chaque conversation qu'ils avaient jamais eue sur l'héritage familial. Cette terre vaut environ 1,3 million de $ maintenant, dit finalement Jérôme. Avec le nouveau développement qui se rapproche, probablement plus dans quelques années. Damon absorba cela, pas seulement le chiffre, mais ce que cela signifiait sur le jeu à long terme de Lydia. Elle ne l'avait pas seulement épousé pour la stabilité. Elle l'avait évalué comme un prospectus financier avant même de dire « je t'aime ». Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Jérôme tendit la main et la posa sur l'épaule de Damon, un geste qui contenait 11 ans de préoccupations non dites, de soutien actuel et de compréhension partagée. « Appelle Marcus dès lundi matin », dit Damon, se référant à l'avocat de longue date de la famille. Nous devons clarifier la structure du trust avant toute procédure de divorce. Rend absolument clair que cette terre reste dans le Price Family Trust. La main de Jérôme se resserra brièvement sur son épaule. Aucun discours n'était nécessaire. Ils restèrent assis ensemble alors que l'obscurité s'installait. 2 hommes qui comprenaient exactement ce qui devait être fait. Le lundi matin arriva avec une clarté automnale nette qui rendait tout plus défini. Damon était assis dans la salle d'attente du cabinet d'avocat de Philippe Okafor, une mallette en cuir contenant des mois de documentation soignée reposant sur ses genoux. Le bureau lui-même témoignait d'une compétence précise, des lignes épurées, un mobilier moderne, et absolument rien de décoratif qui ne soit fonctionnel. Philippe Okafor sortit de son bureau à l'heure exacte, tendant une poignée de main ferme. « Monsieur Price, veuillez entrer. » Il était plus jeune que Damon ne s'y attendait, peut-être au milieu de la trentaine, mais il se déplaçait avec l'énergie contenue de quelqu'un qui savait exactement comment naviguer dans des situations complexes. À l'intérieur du bureau, Damon étala les documents en séquence. Les registres de l'hôtel d'abord, les emails de confirmation, les dates, les heures, puis l'acte de propriété d'Atlanta montrant la copropriété de Lydia avec Warren Cole. L'analyse financière détaillée de Patricia suivie, exposant le schéma des fonds détournés, 74 000 $ extraits de leur mariage par des incréments prudents sur 4 ans. Le détournement financier est particulièrement significatif,
dit Philippe en étudiant le rapport de Patricia. Cela constitue une dissipation claire des actifs matrimoniaux. Elle a systématiquement retiré des fonds des comptes joints sans divulgation ni accord. Cela renforce considérablement votre position. Damon hocha la tête. Il y a plus. Il décrivit le récit de Jérôme sur l'enquête prénuptiale de Lydia concernant la terre familiale. Pendant qu'il parlait, il regarda l'expression de Philippe changer subtilement. Le timing est critique, dit Philippe en se penchant en avant. Si elle dépose la première, elle pourrait tenter de réclamer la propriété du comté de Guildford comme un actif matrimonial. Votre père a-t-il commencé la restructuration du trust? Son avocat a commencé les démarches ce matin. Bien. Si cela est terminé avant tout dépôt, la terre devrait être protégée. Philippe prit plusieurs notes. Nous aurons besoin de la déclaration sous serment de Jérôme à propos de cette conversation, mais le schéma qu'elle établit est convaincant, surtout combiné au comportement financier documenté. Pendant que Philippe examinait les documents, le téléphone de Damon vibra avec un message d'Audra. Il l'ouvrit pour trouver un profil détaillé de Warren Cole, compilé à partir de registres publics et de réseaux professionnels. Le tableau qu'il brossait était éclairant. Cole était un promoteur immobilier de niveau intermédiaire avec un succès modéré, mais sans distinction particulière. Sa société gérait des projets commerciaux de taille moyenne, rien de spectaculaire. Mais le détail crucial n'était pas professionnel. Il était personnel. Warren Cole était marié à Dana Cole, une infirmière pédiatrique au Children's Healthcare of Atlanta. Ils avaient 2 enfants, âgés de 8 et 11 ans. D'après la présence de Dana sur les réseaux sociaux, qu'Audra avait soigneusement examiné, elle n'avait aucune idée que son mari était copropriétaire d'un bien avec une autre femme. Le message d'Audra contenait une autre information critique. L'appartement d'Atlanta que Lydia possédait en copropriété avec Warren avait été mis en vente il y a 6 semaines, à peu près au moment où Lydia était à Atlanta pour la dernière fois. Elle ne prévoyait pas seulement de quitter Damon. Elle liquidait sa vie parallèle. Elle avait un calendrier en tête. Monsieur Price, la voix de Philippe ramena Damon au présent. Êtes-vous prêt à retenir mes services? Damon regarda l'accord de provision que Philippe avait placé devant lui. Les termes étaient clairs, la stratégie exposée. Tout ce que Patricia avait promis sur la précision de Philippe était évident dans le document. Oui, dit Damon en attrapant le stylo. Il signa son nom avec la même main ferme qu'il utilisait pour les calculs d'ingénierie. Aucune hésitation, aucune fioriture. Philippe rassembla les documents efficacement. Je vais commencer à préparer la requête immédiatement. Nous voudrons que tout soit prêt à bouger rapidement le moment venu. Compris. Damon se leva en serrant à nouveau la main de Philippe. Merci pour votre temps. Le trajet de retour à la maison semblait surréaliste dans sa normalité, les mêmes schémas de circulation, la même route qu'il avait empruntée d'innombrables fois. Il arriva pour trouver Lydia déjà à la maison, recroquevillée sur le canapé avec un livre. Salut, lui sourit-elle. Longue journée. La routine, répondit-il en s'installant à sa place habituelle sur le canapé. Elle alluma la télévision, trouvant une émission de rénovation de maison qu'ils regardaient souvent ensemble. Ils restèrent assis dans ce qui semblait être un silence confortable, le rythme familier de leur routine du soir se déroulant comme n'importe quel autre lundi. Damon se sentait complètement calme. La documentation était en place. Le cadre juridique était en cours de construction. L'avocat de Jérôme agissait déjà pour protéger la terre familiale. Tout se déroulait exactement comme il le fallait. À l'écran, un couple se disputait à propos des comptoirs de cuisine. À côté de lui, Lydia fit un petit commentaire sur le choix du carrelage. Damon répondit de manière appropriée, sa voix ne portant aucune trace des réunions du matin ou du poids de ce qu'ils savaient maintenant. Ils étaient assis ensemble sous la douce lumière de la lampe, 2 personnes regardant la télévision, ne disant rien d'important. L'une d'elles croyant que tout se déroulait selon son plan, l'autre sachant exactement quel plan se déroulerait réellement. La matinée de novembre arriva avec un léger frisson alors que Damon se tenait au comptoir de la cuisine en préparant le café. Lydia entra, déjà habillée pour le travail, ses talons claquant sur le parquet. « J'ai réfléchi », dit-elle en acceptant la tasse qu'il lui tendait. « J'aimerais rendre visite à Caroline à Raleigh ce week-end. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue. » Damon remua de la crème dans son propre café. « Caroline de la conférence sur l'organisation d'événements ? » « Oui, exactement.
Le sourire de Lydia était facile, confortable. Juste un petit week-end. Je partirai vendredi après le travail et je serai de retour dimanche soir. Il hocha la tête en prenant une gorgée. Ça a l'air sympa. Dis-lui bonjour de ma part. Moins d'une heure après le départ de Lydia pour le travail, le téléphone de Damon vibra avec un message d'Audra. Grâce à son accès à un appareil cloud partagé que Lydia utilisait occasionnellement pour ses réservations de voyage, un accès dont Lydia avait oublié l'existence, Audra avait trouvé quelque chose d'intéressant. Une réservation de vol confirmée pour ce week-end, non pas pour Raleigh, mais pour Atlanta. Damon lut les détails du vol 2 fois, son expression inchangée. La réservation était typique de Lydia, assez confiante dans sa passivité pour ne même pas utiliser un appareil différent. Pourquoi l'aurait-elle fait? Il n'avait jamais vérifié auparavant. Il passa sa journée de travail comme d'habitude, examinant les plans de structure d'un nouveau complexe de bureaux, assistant à 2 réunions avec des clients et déjeunant avec un entrepreneur. Le rythme de la vie normale continuait son cours régulier, tandis qu'en dessous, les pièces se mettaient silencieusement en place. Le lundi matin apporta quelque chose d'inattendu. Damon était passé à la maison pendant le déjeuner pour récupérer des documents qu'il avait laissés dans son bureau. En traversant la cuisine, le voyant de message du téléphone fixe clignotait, un numéro qu'ils utilisaient rarement maintenant, conservé principalement pour les contacts d'urgence et les services. Il appuya sur Play, s'attendant peut-être à un télévendeur ou à un message automatisé. Au lieu de cela, une voix nette et professionnelle émergea. « Bonjour, Madame Price. C'est Amanda du cabinet d'avocats Davison & Wheeler pour confirmer votre rendez-vous de consultation pour jeudi à 14 h avec Sarah Wheeler. Si vous devez reporter, veuillez nous rappeler au. » Damon laissa le message se dérouler complètement. Puis il le réécouta. Son esprit d'ingénieur cataloguant chaque détail. Davison & Wheeler était un cabinet d'avocats familial de premier plan. Un rendez-vous de consultation. Jeudi. Elle passait à l'action. Elle prévoyait de déposer la première, de façonner le récit avant qu'il ne s'en aperçoive. Dans son esprit, elle avait encore plusieurs longueurs d'avance. Damon monta dans sa voiture et appela Philippe Okafor. Elle rencontre des avocats spécialisés en divorce jeudi, dit-il sans préambule quand Philippe répondit. Nous pouvons déposer aujourd'hui, répondit immédiatement Philippe. Tout est prêt. Nous n'avons besoin que de votre signature finale. Pas encore. La voix de Damon resta stable. J'ai besoin d'une semaine de plus. Il y a quelque chose de spécifique qui doit se produire d'abord. Après avoir raccroché avec Philippe, Damon passa un autre appel. Celui-ci à la sœur de Lydia, Brenda. Il avait toujours apprécié la nature directe de Brenda, sa perception tranquille qui lui rappelait un peu Audra. Brenda, c'est Damon. J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Vas-y, dit-elle, son ton déjà alerte face à son appel inhabituel. J'ai besoin que tu viennes à Charlotte le week-end prochain. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose qui concerne ta sœur. J'ai besoin de toi comme témoin. Il y eut un bref silence au bout du fil. Puis, tu as trouvé quelque chose. Oui. Je serai là samedi matin, dit Brenda sans hésitation. J'attends cet appel depuis plus longtemps que tu ne le penses. Son dernier appel fut pour Jérôme. Son père répondit à la première sonnerie. Papa, c'est le moment, dit simplement Damon. Samedi prochain. Déjà en route, répondit Jérôme. J'ai un sac dans la voiture depuis notre dernière conversation. Ce soir-là, Lydia rentra d'Atlanta, sa valise de week-end roulant derrière elle. Elle le salua avec un sourire chaleureux et un léger baiser sur la joue. Caroline te dit bonjour, dit-elle en s'installant sur le canapé. On a eu le brunch le plus merveilleux dans ce nouvel endroit du centre-ville de Raleigh. Des œufs bénédicts incroyables. Damon s'assit à côté d'elle, son visage un masque parfait d'intérêt. Ça a l'air sympa, dit-il, et il n'en pensait pas un mot. Tout était en place. Le samedi matin arriva avec une clarté qui semblait presque délibérée. À 9 heures précises, le camion de Jérôme entra dans l'allée. Il entra sans fanfare, hochant la tête une fois à Damon avant de prendre place dans le fauteuil du salon, celui qui avait été le sien à chaque visite, une petite constante dans une maison sur le point de basculer à jamais. Les 45 minutes suivantes passèrent dans un silence mesuré. Damon vérifia sa montre 2 fois, non par anxiété,
mais avec la même attention précise qu'il apportait à chaque examen de plan. À 9h45, la voiture de Brenda apparut. Elle se dirigea vers la porte d'entrée avec détermination, les épaules droites d'une manière qui suggérait qu'elle avait répété ce moment pendant son trajet de 5 heures. Lydia descendit à 10h, habillée de manière décontractée mais soignée, comme elle s'habillait toujours pour les réunions de famille. Son sourire vacilla légèrement lorsqu'elle vit l'arrangement. 3 personnes assises dans le salon. Pas de nourriture visible, pas de célébration apparente. Juste une attente. Qu'est-ce qui se passe, demanda-t-elle, sa grâce sociale calculant déjà les possibilités, ajustant son approche. Assieds-toi, s'il te plaît, dit Damon calmement, sa voix ne portait ni colère, ni tremblement, juste de la certitude. Lydia prit la chaise restante, ses yeux se déplaçant entre les 3 visages, le regard stable de Jérôme, la tension contenue de Brenda, le calme absolu de Damon. « Je veux avoir une conversation avec toi », commença Damon, maintenant le même ton mesuré. « J'ai demandé à ta sœur et à mon père d'être ici parce que je pense que tu voudras des témoins pour confirmer que ce que je vais dire est vrai, et je veux des témoins pour confirmer ce que tu diras en réponse. » Il attrapa un dossier sur la table basse, organisé, étiqueté, tout à sa place. La précision de l'ingénieur s'étendant jusqu'à ce moment. « En août, je suis allé à Atlanta, dit-il, regardant son visage enregistrer les mots. Je t'ai vu dans un restaurant à Buckhead. J'ai vu Warren Cole te rejoindre à la porte. J'ai vu comment il te touchait, comment il t'embrassait. J'ai pris des photos. » Il fit glisser la première série de tirages sur la table. Des images claires, sans ambiguïté. La main de Lydia se dirigea vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin. « Damon », commença-t-elle, sa voix retrouvant son rythme familier et persuasif. « Oui, Warren et moi sommes proches depuis longtemps. C'est compliqué. On peut suivre une thérapie. » Il y a plus, dit Damon, son calme ininterrompu. Il sortit un autre document du dossier, le rapport financier de Patricia, détaillé et dévastateur. Sur 4 ans, tu as déplacé 74 000 $ de notre épargne commune vers un compte privé. De petites sommes, des chiffres différents à chaque fois, jamais assez pour être remarqués d'un mois à l'autre. Le visage de Lydia changea. Le calme étudié glissa légèrement, comme une fondation développant sa première fissure. L'acte de propriété de l'appartement suivit, glissant sur la surface polie de la table basse. Ton nom. Le nom de Warren. Propriété achetée il y a 18 mois. 22 000 $ de la compte provenait de ce même compte détourné. Notre argent, Lydia. L'argent de notre mariage utilisé pour construire ton autre vie. La pièce resta silencieuse. Même les bruits habituels du matin, les oiseaux, la circulation lointaine, semblaient assourdis, comme si la maison elle-même écoutait. Mon avocat a déposé les papiers du divorce hier, continua Damon, chaque mot précis et clair. La terre familiale a déjà été transférée dans une structure de trust protégée. Toute réclamation que tu pourrais tenter de faire dessus échouera. Et oui. Je suis au courant de ta consultation chez Davison & Wheeler jeudi. Je sais que tu avais un plan. Je te dis que chaque élément de ce plan a déjà été pris en compte. Brenda, qui était restée parfaitement immobile pendant toute la présentation de Damon, prit enfin la parole. Sa voix portait le poids d'années de suspicion, enfin confirmée. Depuis combien de temps? Lydia se tourna vers sa sœur, cherchant peut-être un fragment d'alliance. Elle n'en trouva aucun. Son silence fut la seule réponse qu'elle donna. Brenda se leva, les clés de sa voiture déjà en main. « J'ai conduit 5 heures pour toi, dit-elle doucement. » Sans un autre mot, elle se dirigea vers la chambre d'amis, laissant sa sœur affronter ce qu'elle avait construit. Le bruit des talons de Lydia dans les escaliers quelques minutes plus tard marqua sa retraite vers la chambre. Le salon retrouva sa paix. Père et fils s'installèrent dans les suites de la vérité nécessaire. Jérôme regarda son fils, son expression portant des décennies de fierté tranquille. « Tu as géré ça comme un homme. » 4 mots qui disaient tout ce qui devait être dit. Le processus juridique se déroula avec la même précision mesurée qui avait marqué toute la vie de Damon. Chaque matin, il entrait dans le bureau de Philippe Okafor avec la même expression calme, portant des dossiers organisés par date et par objectif. L'esprit de l'ingénieur à l'œuvre même dans la dissolution. La constatation de dissipation est substantielle, expliqua Philippe lors de leur première réunion formelle.
$74 000 sur 4 ans avec une documentation claire de $22 000 utilisée pour la propriété d'Atlanta. Cela modifie considérablement la dynamique du règlement. Damon hocha la tête, ses mains croisées sur la table de la salle de conférence. Je ne veux pas de vengeance. Je veux de la clarté. Les négociations se déroulèrent selon ces lignes. Lydia conserva ses comptes personnels, ceux dont Damon ignorait l'existence jusqu'à l'enquête de Patricia. Elle garda sa voiture, un SUV modeste qui avait été immatriculé à son nom. La maison de Charlotte, que Damon avait aidé à concevoir et dont il détenait la majorité des capitaux propres, serait vendue, les produits étant distribués selon le ratio d'investissement initial. C'était des mathématiques, pas de la malveillance. Des chiffres sur du papier qui racontaient leur propre histoire. Au cours du processus obligatoire de divulgation des actifs, une autre couche émergea. La société de développement de Warren Cole avait listé Lydia comme consultante en design d'intérieur sous contrat sur 3 projets à Atlanta au cours des 2 dernières années. Les revenus, jamais déclarés dans leur déclaration de revenus conjointe, créèrent des complications supplémentaires. Cela renforce encore notre position, nota Philippe en examinant la documentation. Un revenu non déclaré pendant le mariage est une affaire sérieuse. Damon absorba cette information avec le même regard stable qu'il portait au calcul de structure. Il ne fit aucun commentaire sur la révélation elle-même, seulement sur ses implications pour les termes du règlement. Les conséquences professionnelles arrivèrent comme de silencieuses secousses dans les semaines qui suivirent. Un promoteur de Charlotte nommé Marcus Chen, qui avait travaillé avec Damon sur plusieurs projets, posa des questions sur la société de Warren Cole lors d'un déjeuner décontracté. « J'ai entendu certaines choses, dit Marcus prudemment, sur leurs pratiques commerciales. » Damon n'élabora pas. Il énonça simplement les faits documentés, les arrangements de conseil non divulgués, la copropriété, la chronologie. Marcus tira sa propre conclusion. 2 semaines plus tard, la société de Warren perdit son contrat principal avec Chen Développement, une relation d'une valeur de millions de dollars en projets potentiels. L'entreprise d'organisation d'événements de Lydia ressentit des répliques similaires. Les cercles professionnels de Charlotte se chevauchaient comme des diagrammes de Venn, immobilier, événements d'entreprise, design. L'information se propagea dans ces espaces comme de l'eau trouvant son niveau. Dans les mois qui suivirent le dépôt du divorce, sa liste de clients s'était considérablement réduite. Elle n'accusa jamais Damon de sabotage car il n'y avait rien à accuser. Il n'avait jamais dit un mot faux à son sujet. La vérité avait simplement été connue. Le rôle de Brenda dans les suites fut également mesuré. Elle resta à Charlotte pendant 2 jours après la confrontation, mais pas dans la maison familiale. Elle prit une chambre d'hôtel et rencontra Lydia pour un café en terrain neutre. « Je ne prends pas parti, dit clairement Brenda, remuant son café sans lever les yeux. Mais ton silence dans ce salon quand je t'ai demandé depuis combien de temps, c'était aussi une réponse. Tu es ma sœur, avait commencé à dire Lydia. Oui, coupa Brenda. C'est pourquoi j'ai conduit 5 heures pour entendre la vérité, et pourquoi je suis resté pour te dire ceci. Ce que tu as fait. Ce n'était pas seulement à Damon. C'était à tous ceux qui te faisaient confiance. Ne me demande pas de t'aider à reconstruire cette confiance tant que tu n'auras pas compris la différence. La procédure de divorce se poursuivit selon les étapes prescrites. Chaque réunion, chaque dépôt, chaque divulgation menant à une conclusion inévitable. Damon assista à chaque session avec la même attention minutieuse qu'il apportait à une inspection de site. Présent, concentré et professionnellement détaché. Quand l'appel arriva enfin, Damon était à sa table de cuisine, au même endroit où il avait remarqué pour la première fois quelque chose qui clochait dans le comportement de Lydia tous ces mois auparavant. La voix de Philippe portait le ton formel de l'achèvement. « C'est fait, dit-il simplement. Le juge a signé le décret final ce matin. Vous aurez les copies officielles d'ici demain. » Merci, répondit Damon, sa voix stable. Il posa le téléphone sur la surface polie de la table. Le soleil du matin capta le grain du bois. Le même motif qu'il avait étudié tant de fois auparavant, en révisant des calculs, en buvant du café, en construisant une vie qu'il pensait durer éternellement. Il resta assis là un long moment, laissant la finalité s'installer dans l'espace calme. Puis, avec le même mouvement délibéré qu'il avait porté à chaque étape de ce processus, il se leva et se dirigea vers son bureau. Il y avait du travail à faire. L'air d'automne avait une fraîcheur vive alors que Damon Price se tenait sur la terre familiale dans le comté de Guildford,
regardant son souffle formé de petits nuages dans la lumière du matin d'octobre. 31 acres s'étendaient devant lui. Les arbres portaient leur couleur d'automne comme une promesse tenue. Jérôme se tenait à ses côtés. Les deux hommes étudiaient le plan de site préliminaire étalé sur le capot du camion de Jérôme. Les travaux de fondation peuvent commencer le mois prochain, dit Damon en traçant du doigt le contour de 4 maisons modestes. Nous gardons les vieux chênes intacts, en construisant autour d'eux au lieu de les traverser. Les 14 derniers mois avaient tout réécrit, sauf ce qui comptait le plus. Après avoir vendu la maison de Charlotte, une transaction qui se conclut rapidement et proprement, Damon avait trouvé un endroit plus petit, plus proche de son bureau. 2 chambres, une bonne lumière naturelle et aucun souvenir dans les murs. Cela lui convenait parfaitement. Son cabinet avait remarqué la force tranquille dont il avait fait preuve pendant le divorce. 3 mois après la finalisation, on lui avait offert un poste de direction, supervisant l'intégrité structurelle de leur plus grand projet. Il avait accepté avec la même considération attentive qu'il apportait à tout. Maintenant, ces maisons, dit Jérôme en étudiant les plans. Elles vont changer des vies. Damon hocha la tête. Le projet de logements abordables avait commencé comme une conversation entre père et fils 6 mois plus tôt. La terre appartenait à la famille depuis 1962, et maintenant une partie de celle-ci aiderait 4 familles à construire leur propre fondation. Damon avait engagé à la fois son expertise professionnelle et son capital personnel dans le projet. Cela semblait juste d'une manière qui allait au-delà de l'ingénierie. Les dîners du dimanche avec Jérôme étaient devenus une routine sacrée. Parfois, il parlait des plans de développement. Parfois du jardin de Jérôme. Parfois, il restait simplement assis dans un silence confortable. 2 hommes qui comprenaient que tout n'avait pas besoin de mots pour être compris. Son amitié avec Audra s'était approfondie en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait à forcer. Elle passait à son bureau avec du café, où il l'aidait à résoudre une proposition de client difficile, et tout se passait sans effort ni attente. Le genre d'amitié qui portait son confort comme une vieille veste. J'ai eu des nouvelles de Marcus Chen la semaine dernière, dit Jérôme en ajustant sa veste contre le froid du matin. Il a dit que la société de Warren Cole en est réduite à des travaux résidentiels locaux maintenant. La plupart des grands clients commerciaux sont partis. Damon absorba cette information sans réaction. Il n'avait pas parlé à Lydia depuis ce samedi matin dans son salon, et il n'avait aucune intention de rompre ce silence. Mais les nouvelles voyageaient, surtout dans les cercles d'affaires interconnectés du Sud-Est. Warren avait essayé de sauver son mariage avec Dana, une réconciliation qui dura à peine 4 mois avant que Dana ne demande le divorce. Quoi qu'il en soit, sa réputation professionnelle ne se remit jamais des effets d'entraînement de la vérité devenue connue. Lydia était toujours à Atlanta, mais son entreprise d'organisation d'événements s'était contractée à de plus petites fonctions d'entreprise et à des fêtes privées. La vie pour laquelle elle avait tout sacrifié, l'existence brillante dans un gratte-ciel avec Warren, s'était évaporée comme la rosée du matin. Elle apprenait à vivre dans un monde plus étroit que celui qu'elle s'était imaginé. Les travaux de fondation ont l'air solides, commenta Jérôme en tapotant les spécifications techniques. Le soleil du matin attrapa l'argent de ses cheveux alors qu'il étudiait les documents avec la même attention aux détails qu'il avait autrefois apportés à sa tournée postale. Damon déplaça une pierre avec son pied, sentant la terre solide en dessous. Cette terre avait survécu à chaque tempête, chaque saison, chaque choix, tout comme les hommes qui l'avaient tenue en fiducie. Les 4 maisons abordables seraient construites avec le même soin qui avait marqué toute sa vie maintenant. Délibéré, précis, et visant quelque chose de plus grand que lui-même. Le plan de site préliminaire montrait plus que de simples empreintes de bâtiments et des lignes de services publics. Il montrait un héritage réimaginé. La terre de la famille Price aiderait d'autres familles à construire leurs propres histoires. C'était, réalisa Damon, le travail le plus significatif qu'il ait jamais accompli. Un faucon à queue rousse tournoyait au-dessus, surfant sur les thermiques du matin. Jérôme le regarda un moment, puis se tourna vers son fils avec une fierté tranquille dans les yeux. « Ton grand-père t'aurait apprécié, dit-il simplement. » Damon regarda la terre, les vieux arbres qui abriteraient de nouvelles maisons, le sol qui avait porté les pas de sa famille pendant 60 ans, l'avenir prenant forme dans des mesures prudentes et des plans réfléchis. « J'ai réparé les choses, dit-il. » Il parlait de la terre. Il parlait de sa vie. Il parlait de lui-même. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. J'en ai sélectionné 2 autres pour vous que je pense que vous aimerez vraiment.